L'hebdo politique. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sensation, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique. Aujourd'hui, mon invité est le maire de Villepreux, réélu il y a quelques semaines et vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Baptiste Amonique. L'hebdo politique. Jean-Baptiste Amonique, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je viens de le dire, vous venez d'être réélu maire de Villepreux. Vous êtes maire depuis 2020. Dès le premier tour, avec un score sans appel, 81,73% des voix. Un petit mot sur cette victoire, alors là, carrément très très nette. Oui, évidemment, de la satisfaction, puisque à notre sens, c'est à la fois la reconnaissance d'un bilan, celui du mandat passé, 2020-2026, qui n'a pas été un mandat simple. On en avait parlé d'ailleurs sur votre plateau pendant la campagne des élections municipales, marqué par un certain nombre de crises, évidemment crise sanitaire, crise énergétique et bien d'autres. Et pour le coup, quand même, la quasi-totalité des engagements pris en 2020 qui ont pu être réalisés sur ce mandat, avec des belles réalisations, avec des finances aussi qui ont été tenues. Et donc je crois que cet esprit de responsabilité et cette efficacité qu'on a réussi à avoir sur ce mandat, sur notre action publique locale, si je puis dire, a trouvé bien crédit aux yeux des Villepreusiens qui ont souhaité poursuivre l'aventure avec nous et nous en sommes ravis. La campagne, elle a été dure, difficile. Elle a été assez particulière. Moi, je m'étais inquiété, même avant le début de la campagne, et pas spécifiquement sur le cas de Villepreux, mais de cette émergence de négatifs sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, dans nos démocraties, on a cette fragilité avec cette émergence, effectivement, sur le numérique, sur les réseaux sociaux, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui n'est pas toujours utilisée à bon escient, qui viennent un peu parasiter le débat démocratique, qui viennent aussi apporter son lot de désinformation, de fake news. Donc on a eu à lutter contre ça, beaucoup. Je sais que ça a été le cas aussi dans d'autres communes du territoire. Mais néanmoins, la campagne a été agréable à vivre auprès des Villepreusiens. Nous, on a fait un peu du Léon Marchand, c'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur notre couloir de nage avec un objectif et sans regarder ce qu'il y avait de part et d'autre à côté. Et donc on a eu une campagne comme on l'avait fait en 2020 d'ultra proximité, de terrain, où on a beaucoup donné. Et donc je pense que ça explique aussi une partie de ce résultat aujourd'hui. Alors, votre premier geste, comme dans beaucoup de villes, ça a été de faire voter le budget. Oui. Alors, quelle va être votre ligne budgétaire pendant ce mandat ? On a notre propre RSE à nous, à Villepreux, c'est-à-dire responsabilité, sérieux et engagement. Donc, on essaye de monter un budget. On a monté un budget qui poursuit cet objectif-là. Responsabilité parce qu'on l'a vu, on a un contexte budgétaire et économique qui est encore fragile, notamment du fait du contexte international, mais pas uniquement. On a eu la mauvaise surprise, juste après l'élection, de la notation de notre dotation globale de fonctionnement, cette fameuse DGF. Donc on perd à peu près 100 000 euros par rapport à l'année précédente. Je me suis amusé à calculer dans les Yvelines ce que ça représentait. Sur 259 communes, en un an, il y a presque 13 millions d'euros qui ont été perdus. Donc le désengagement de l'État est une réalité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on construit un budget, on doit anticiper et prévoir ce désengagement effectivement de l'État. Depuis 2020, Villepreux contribue davantage au budget de l'État que l'État ne contribue au budget de Villepreux. Donc on doit faire aussi bien et voire mieux avec moins. Donc c'est un budget de responsabilité parce qu'il ne promet pas le grand soir, c'est pas une révolution. En tout cas, c'est un budget qui poursuit plusieurs objectifs. Le premier, c'est la garantie du service public local, c'est-à-dire de maintenir le niveau de qualité de service qu'on est en capacité de rendre aujourd'hui aux Villepreusiens dans tous les champs de compétences de l'action communale. Et puis quelques projets d'investissement quand même, c'est important. Je pense notamment au projet qui avait été déjà communiqué avant la campagne des élections municipales de réhabilitation du complexe tennistique. Là aussi avec des partenaires financiers que sont le club de tennis, la Fédération française de tennis et j'espère la région, avec ce changement de cours de tennis en paddle, avec la mise en éclairage du site. Je rentre pas dans le détail, mais ce projet-là est important. Sur la partie sécurité, la poursuite de la vidéoprotection, puisqu'on a engagé une nouvelle phase de maillage communal. Donc là aussi, ça a été des engagements pris pendant la campagne. On va les concrétiser assez rapidement. Et puis toujours l'entretien du patrimoine, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau de nos écoles. On a aussi sur nos communes maintenant, sur le territoire, un patrimoine assez vieillissant qui date des années 80, 90, parfois plus ancien. Et donc on a besoin de les réhabiliter parce qu'on parle de bâtiments, mais au sein de ces bâtiments, que ce soit des gymnases, que ce soit des écoles, c'est des services publics qui sont rendus à la population. Donc je dirais un budget prudent, mais néanmoins ambitieux.
Alors vous êtes beaucoup plus soft que chez certains de mes confrères. Vous aviez carrément parlé d'asphyxie financière des communes, notamment des petites communes, parce que vous êtes membre du bureau de l'association des petites villes de France. Là, vous étiez plus dramatique que ce que vous venez de dire. Oui, mais je le confirme. D'ailleurs, j'ai eu il y a quelque temps une commission finance avec l'Association des petites villes de France, un peu notre commission finance de rentrée post-renouvellement municipal. Et aujourd'hui, la situation, elle est dramatique. Elle est dramatique parce que, comme je l'illustrais avec la baisse de dotation, la baisse notamment de la part forfaitaire, dont nous étions encore un certain nombre à être concernés par cette dotation, soit elle est considérablement réduite, soit elle est réduite même à néant. L'exemple des Clés-sous-Bois, mon collègue Philippe Guiguen pourra vous le dire, désormais il n'a plus de DGF. Donc vous avez des communes qui sont arrivées à 0 € de dotation globale. Donc à l'heure où on a des services publics qui coûtent aussi un peu plus cher, à l'heure où on a un certain nombre de décisions qui sont prises par l'État qui concernent la masse salariale d'une collectivité qui augmente, non pas parce qu'on recruterait davantage, mais parce qu'il y a le point d'indice qui augmente, parce qu'il y a des revalorisations salariales et c'est tant mieux pour les agents, l'État ne compense pas ce type de dépenses. C'est à nous de trouver évidemment les moyens pour pouvoir les porter. Donc une inquiétude parce qu'on a quand même la sensation que sur cet aspect budgétaire, les règles du jeu changent en cours de route. Et donc nous, on aimerait avoir, et je plaide pour ça, et j'espère que le débat présidentiel qui arrivera sera l'occasion de clarifier un certain nombre de points de relation État-collectivité, c'est une vision à minima sur la durée d'un mandat municipal, sur 6 ans, qu'on puisse nous bâtir notre programmation pluriannuelle d'investissement et notre trajectoire budgétaire et nos projets en fonction de ce qui arrivera. Mais la difficulté aujourd'hui, pour résumer, c'est qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Et qu'il ne faut pas promettre la lune, hein, vous disiez. Oui. Est-ce que les habitants le comprennent, ça ? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez présenté, ce qui est assez rare, hein, votre budget au public le 6 mai, je crois, dernier ? Le 6 mai dernier, absolument. C'est aussi une des raisons pour faire comprendre aux gens qu'il va falloir peut-être pas croire trop la lune et peut-être pas voir arriver tous les projets que vous aviez prévus. Vous faites référence à cette formule qui avait été retenue par vos confrères lors de mon annonce de candidature pour les élections municipales. Oui, je l'ai dit et ça a été compris et je pense que ça explique aussi en partie le score qu'on a pu réaliser, parce que de tous les échanges que nous avons pu avoir avec les Villepreusiens et les différents acteurs locaux de la commune pendant la campagne, nos concitoyens villepreusiens recherchaient de la stabilité, on l'a dit, dans un monde qui tourne plus réellement rond aujourd'hui, mais surtout cet esprit de responsabilité. Cet esprit de responsabilité, il passe par avoir un certain courage de dire la vérité sur l'état des choses. Alors nous, la commune, financièrement, se porte bien, mais on sait qu'il y a des orientations vers lesquelles il ne faut pas tendre si on veut justement maintenir ce cap et cette trajectoire, je dirais, sur une ligne de crête qui nous permet de porter des projets sans déséquilibrer les comptes de la commune. Et donc ça amène à un devoir de transparence et de pédagogie. Ce qu'on a fait, vous l'avez dit, à juste titre, avec mon adjointe aux finances, Lorraine de Pincin, et l'équipe municipale, le 6 mai dernier, réunion publique qu'on proposait et qu'on continuera à proposer chaque année au terme de chaque adoption de budget, pour que les habitants, les Villepreusiens, puissent parfaitement maîtriser et savoir ce qu'il y a dans ce budget voté. Un budget, encore une fois, sans hausse d'impôts. J'espère qu'on pourra tenir cet engagement le plus longtemps possible, mais aucune hausse de la fiscalité locale. Donc c'est un jeu d'équilibriste qui n'est pas toujours simple. Pour le moment, ça tient. Alors rentrons un peu dans les projets. À ce micro, vous nous aviez dit que le projet de la route départementale 11 en boulevard urbain, et c'était très important pour vous, mais qu'il était gelé, faute de moyens, et que vous alliez aller défendre ce dossier auprès du président du département, Pierre Bédier, dès le lendemain de votre élection. Est-ce que ça a été fait ? Et si oui, quelle a été la réponse ? Alors c'est en cours, puisque c'est un sujet que je l'avais dit aussi lors de notre dernière interview, que je souhaite et que nous allons porter avec le maire des Clés-sous-Bois, parce que nous sommes tous les deux concernés par ce boulevard urbain, cette fameuse route départementale 11 qui traverse l'entrée de ville de Villepreux côté Valjoyeux. Un projet important parce qu'on a besoin pour désenclaver le quartier, pour pouvoir porter un certain nombre d'aménagements en lien avec le futur pôle gare qui arrivera dans quelques années. Donc à l'heure actuelle, on en est à la coordination des agendas. Donc les rendez-vous sont en train d'être calés, mais je connais bien le président du département qui nous recevra sans difficulté, et puis on espère pouvoir sortir de son bureau avec mon collègue Philippe Guiguen avec de bonnes nouvelles. Mais c'est-à-dire des nouvelles de subventions pour être très concret, c'est-à-dire que le projet aujourd'hui qui existe soit mis en haut de la pile des dossiers du département sur ce qui concerne les travaux de voirie, et qu'on puisse nous dire, messieurs les maires, on le reprend, on débloque les fonds, on réfléchit effectivement autour de tables financiers, aussi avec l'agglomération qui est partie prenante, puisqu'il y aura une question de réseau aussi d'assainissement sous cette voirie, et puis on avance. Et avancer, ça veut aussi dire une période d'études
un peu plus poussé que ce qu'on avait avant les élections municipales, puisqu'il faut aussi conditionner ce projet à des études préalables, et notamment en termes de trafic. On ne peut pas passer à 2 fois une voie, par exemple, sans au préalable avoir la garantie que le matin, on ne vienne pas saturer les entrées de ville. Donc voilà, on a encore un certain nombre de points sur les aspects techniques aussi à regarder, mais oui, on va avoir besoin que ce projet soit remis au goût du jour et soit remis très rapidement sur la table. Ça risque d'être un peu juste pour le faire dans votre mandat, vous pensez, dans le prochain mandat ? Ouais, je pense que si on arrive à le réenclencher avec le département très rapidement, on peut avoir des travaux et peut-être même une livraison à la toute fin du mandat. Mais en tout cas, c'est des projets qui sont quand même d'ampleur. Et donc c'est vrai que plus tôt on appuie sur le bouton, plus tôt on voit après le résultat concret sur le terrain. Alors, tout autre sujet, le pôle petite enfance, c'est c'était l'une de vos grandes promesses de campagne pour, vous le disiez, répondre à l'arrivée des jeunes ménages à Villepreux. Alors concrètement, maintenant que vous êtes de nouveau aux affaires, que vous avez été réélu, quel est le calendrier ? Comment est-ce que ça va se concrétiser ? Alors, on a budgété sur le budget 2026, mais ça sera surtout sur le budget 2027, les dépenses et les crédits qui permettront de mener des études approfondies sur ce projet qu'on avait déjà travaillé pendant la campagne, puisqu'on a la chance d'avoir dans l'équipe municipale, et elles ont été élues toutes les deux, des urbanistes et des architectes, donc on a de la compétence aussi au sein de l'équipe municipale. Maintenant, c'est un projet qui doit se construire avec l'administration et avec nos partenaires, donc très concrètement, ça veut dire des rencontres qui sont prévues avec la CAF, là aussi avec le département, avec l'ensemble des acteurs qui seront amenés à être dans ce village enfants-parents, à être dans ce pôle petite enfance. Et puis, en termes de calendrier, on vise la mi-mandat. Il faut aussi qu'on puisse lisser nos investissements. On est sur un terrain qui nécessite encore quelques délibérations, encore un peu d'administratif et de juridique pour qu'on puisse avoir pleinement possession de ce terrain. Mais oui, ce projet se fera. Je vise plutôt la mi-mandat pour sa réalisation. Rappelez-nous concrètement ce que vous souhaitez. Alors, concrètement, pour ce projet. On a sur ce projet qui se situera en face de l'école maternelle du Clos Crozatier, l'idée de pouvoir rapatrier nos 2 multi-accueils, donc nos 2 crèches qui sont sous gestion municipale, à la fois pour permettre à nos enfants et à nos agents de la petite enfance de bénéficier de locaux adaptés, puisque aujourd'hui la PMI nous a dit que les locaux devaient être rénovés et réhabilités pour pouvoir correspondre à un certain nombre de normes, mais nous sommes trop contraints par l'espace, notamment si on veut accueillir de nouveaux enfants et proposer de nouveaux berceaux, et avoir d'ailleurs une meilleure répartition sur les différentes tranches d'âge. Donc on va délocaliser ces crèches et on va y positionner aussi notre relais petite enfance qui est plus éloigné sur la ville aujourd'hui. Une très belle association, l'association du Tourbillon, qui œuvre dans le domaine de la petite enfance, et puis des espaces pour les assistantes maternelles avec le RPE, et puis également des locaux qui permettront à un certain nombre de professionnels de santé ou de professionnels en lien avec la petite enfance, avec notamment cette idée de l'accompagnement des 1000 premiers jours de l'enfant, de pouvoir proposer des permanences justement aux ménages, essayer d'avoir un lieu où les synergies justement puissent se faire et qu'on soit réellement dans un accompagnement de la parentalité et du jeune enfant. Donc ça fait beaucoup de personnes à voir, et comme à Villepreux on aime bien co-construire les projets pour être sûr qu'ils répondent aux besoins finalement des administrés et des usagers par la suite, on va prendre le temps de bien le monter et puis après on le réalisera. Un autre sujet qui a été important dans la campagne à Villepreux et ailleurs, c'est la sécurité. Oui. Vous avez totalement assumé durant cette campagne une volonté de renforcer le maillage de vidéoprotection, de développer des nouvelles caméras. Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce que ça va donner concrètement pour les Villepreuxiens ? Et est-ce qu'il y a une vraie nécessité finalement sur ce territoire qui paraît relativement calme ? Alors le territoire est calme, c'est une réalité, on fait partie, on est la commune la plus tranquille, si je puis dire, de la circonscription de police de Plaisir, mais pour autant c'est pas parce qu'il n'y a pas de fait notoire qu'il ne faut pas se mobiliser, au contraire, on a un besoin d'engagement, je pense, sur ces enjeux-là et ces questions-là. D'abord, là, on a réuni très dernièrement notre conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, notre CLSPD, histoire de remettre tout le monde autour de la table, d'évoquer les quelques sujets qu'on peut avoir. Pour ceux qui nous écoutent, un CLSPD, c'est une instance qui permet de travailler avec l'ensemble des acteurs qui participent à ce fameux continuum de sécurité, notamment à l'échelon local. Donc vous avez la police nationale ou la gendarmerie pour des communes en zone gendarmerie, mais vous pouvez retrouver aussi les établissements scolaires, les bailleurs, les transporteurs, et donc finalement tous ceux qui peuvent être concernés à un moment donné par une difficulté, par une problématique, et qui peuvent aussi apporter des solutions. Donc ça pour nous c'est un volet qui est important parce que ça permet le partage d'informations, le partage de situations et de trouver des réponses adaptées qui sont portées par une pluralité d'acteurs.
On poursuit effectivement le maillage de vidéoprotection, puisque juste avant la campagne des élections municipales, on a eu la chance de pouvoir inaugurer notre centre de supervision urbain, ce qui est une nouveauté à Villepreux. Très concrètement, ça veut dire qu'au sein du poste de police municipale qu'on a réhabilité sur le précédent mandat, nous avons des écrans qui nous permettent de visionner les images en temps réel. Et on a besoin d'approfondir le maillage parce qu'on sait qu'on a quelques quartiers, notamment le nouveau quartier du Haut-du-Moulin, qui est le plus récent, qui n'est pas encore parfaitement maillé en caméra. Donc c'est des choses qui vont se poursuivre. Et puis toujours une présence accrue de la police municipale sur le terrain. Et un partenariat, à mon sens, qui doit être encore amplifié avec les forces de l'ordre nationales, parce que n'oublions pas que la sécurité reste d'abord une compétence nationale, et que nous, on arrive un petit peu en bout de chaîne, même si on nous demande évidemment de nous engager, et on le fera, mais il faut encore une fois que le tout puisse se faire vraiment dans la coordination. Pas vraiment de prévention dans ce que vous nous annoncez vraiment sur le terrain avec des travailleurs sociaux ou des personnes qui peuvent être auprès des plus jeunes, par exemple ? Non, on n'a pas prévu ça. En revanche, on a des partenariats avec des établissements qui sont déjà présents sur la commune de Villepreux. On a notamment la protection jeunesse qui dépend du ministère de la Justice, qui a des jeunes évidemment dans son établissement. Et donc, on a un partenariat avec notre police municipale qui permet de faire de la prévention. On n'a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, notre responsable de police municipale qui a fait de la prévention aussi dans les établissements, les foyers où on a des personnes en situation de handicap qui sont absolument inoffensives et intégrées, mais dont parfois la présence sur l'espace public peut interpeller lorsqu'il y a un petit peu de mendicité ou des choses comme ça. Donc voilà, on essaye de travailler avec l'ensemble des acteurs. Évidemment, il y a des enjeux qui sont, je dirais, en périphérie de la sécurité qu'on pourrait qualifier de policière ou de la sécurité urbaine et opérationnelle. Et là, je pense à tout ce qui peut concerner les politiques de prévention, notamment contre le harcèlement scolaire. On parlait des réseaux sociaux notamment. Donc une conférence qui a eu lieu d'ailleurs, qui s'est tenue et qui a rassemblé un grand nombre de personnes. On essaye d'aller sur l'ensemble des pans, effectivement. Et le dernier CLSPD a été l'occasion pour nous de définir notre stratégie en matière de prévention et en matière évidemment de sécurité pour les 6 prochaines années. Alors l'agglo de Saint-Quentin, il y a eu du changement à la présidence, oui. Un nouveau président élu, le maire de Montigny, Laurent Merker. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? D'abord, moi je le félicite et je voulais remercier le président Fourgousse pour ses 10 années, je crois, parce que plus d'un mandat à la tête de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qui a été très moteur sur les sujets d'innovation. Et ça a été précieux sous la précédente délégation que j'occupais, puisque dans les transports et dans les mobilités, on avait besoin aussi d'un président qui puisse porter cette volonté d'innovation dans les mobilités. Et je crois qu'on en a eu, je ne vais pas les citer à votre micro, mais quelques exemples où on a eu de belles réussites. En revanche, j'étais assez favorable à un changement de gouvernance, si je puis dire. Et donc, j'ai soutenu Laurent Merker dans sa candidature à la présidence de l'agglo. Pourquoi il y avait besoin d'un changement ? Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui dans un moment de la vie de l'agglomération où on a besoin de se réinterroger sur le cap, l'horizon et la vision qu'on veut donner à ce territoire sur les 10, 20, 30 prochaines années. Quelle identité on a envie de donner au territoire de Saint-Quentin ? Peut-être essayer d'avoir un mode opératoire un peu plus collégial, un peu plus dans la co-construction et la concertation, et puis surtout avoir une agglomération qui soit réellement au service des communes. C'est-à-dire que l'agglomération doit avoir son propre projet de territoire, mais son projet de territoire doit aussi englober les projets des communes. On l'oublie souvent, mais l'intercommunalité n'est pas une collectivité territoriale comme peut être la commune, le département ou la région. C'est une organisation qui rassemble les communes et qui est au service des communes et de leurs habitants. Donc ravi de ce nouvel exécutif, et évidemment le président Merker le sait, j'essaierai d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors justement, vous avez été désigné 4e vice-président en charge du projet de territoire, de la planification urbaine, foncière et environnementale. Quels sont vos projets à ce poste, si vous avez déjà réfléchi à tout ça ? Il y a il y a 2 sujets majeurs qui vont arriver et qui sont déjà sur la table, et on a déjà eu l'occasion d'y travailler et d'en discuter avec mes collègues, et ça va demander un gros boulot. C'est le projet de territoire. Le projet de territoire, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est construire une vision. C'est vous qui allez le porter ? C'est moi qui le porte, en transversalité évidemment avec l'ensemble de mes collègues à l'agglomération, maire et vice-président délégués. On doit construire cette vision du territoire pour les prochaines années, les prochaines décennies. Donc c'est un travail qu'on va aussi mener avec le Codeski, puisqu'il y aura cette volonté évidemment d'avoir Codeski, qui est le conseil de développement évidemment de l'agglomération de Saint-Quentin. Pour faire simple, c'est l'instance de participation et de co-construction citoyenne dans laquelle
laquelle siègent et sont actifs un grand nombre de Saint-Quentinois avec lesquels j'ai eu plaisir à travailler sous le précédent mandat pour le schéma directeur cyclable, le vélo. Donc là, on va construire cette vision territoriale. Donc il faut qu'on embrasse, je dirais, tous les sujets. Moi, je vois plusieurs défis. C'est d'ailleurs les mêmes qu'on avait évoqués ensemble pour la commune de Villepreux, mais il y a un défi évidemment de transition écologique majeur. Il y a un défi de transition démographique, puisque Saint-Quentin-en-Yvelines ne fait pas, je dirais, exception à la tendance démographique française avec un vieillissement de population et une baisse de la natalité. Et puis il y a une troisième question, qui est une question, à mon sens, de justice, d'équité territoriale, où là, vous pouvez retrouver des thématiques comme l'accès au logement, comme l'accès à l'emploi, et favoriser aussi ce mixte résidentiel économique qu'on peut avoir sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, il va y avoir de très beaux sujets. Et le deuxième, non sans lien, c'est le PLUIH. Alors, excusez-moi pour l'acronyme, mais donc le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Et là, il y a une spécificité sur ce nouveau PLUIH, qui est un gros morceau, un document cadre de planification qu'on est en train d'élaborer. C'est que pour la première fois, il va concerner les 12 communes de l'agglomération. Je vous prends l'exemple de Villepreux. Villepreux l'intègre, ce n'était pas le cas. Villepreux avait son propre PLU. Là, on rentre dans ce PLUIH. Donc, de beaux sujets qui sont sur la table, qui sont à la fois très techniques, mais éminemment politiques au sens noble du terme, si je puis dire, parce que c'est dans ces documents de planification et cadres qu'on arrive à projeter une vision, encore une fois, pour notre territoire. Ça fait des gros projets, un poste important. Comment est-ce qu'on équilibre avec son rôle de maire ? Son mandat de maire? Comme de la même façon que j'ai pu le faire avec les transports sous le précédent mandat, là ça va être différent, ce sont d'autres sujets, je serai toujours un petit peu en lien avec cette thématique-là que j'affectionne, puisque quand... On sent un regret de ne pas avoir gardé cette délégation-là? Ah non, pas de regret, moi je suis assez partant pour changer, et je suis ravi de cette nouvelle mission qui est une mission stratégique et de long terme. Ça pourrait être la délégation plus court, on pourrait l'appeler la délégation du temps long, quelque part. Donc ça c'est assez passionnant, même intellectuellement c'est passionnant. Non, les transports, il y a un sujet qui va venir pour mon collègue Nicolas Dainville qui reprend cette délégation, c'est l'élaboration du plan local de mobilité, puisqu'on avait amorcé la démarche d'une révision de ce plan. Évidemment, je vous prends cet exemple-là, le plan local des mobilités, il doit être en cohérence et concordance avec le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc ça permet quand même de garder un pied dans un certain nombre de sujets. Comment ça s'articule avec la fonction de maire? On articule les agendas comme on peut. Mais j'y vois aussi, comment dire, un effet miroir, un répondant, c'est-à-dire qu'un grand nombre de sujets pour la commune de Villepreux, sur l'urbanisme de Villepreux, sur les zones qu'on va vouloir protéger en termes environnementaux, écologiques, ce sont des sujets qu'on devra porter désormais dans le PLUIH. Donc voilà, il y a aussi cette résonance-là qui est assez intéressante. Un dernier mot sur l'international, ça peut paraître loin de Villepreux, mais il y a un an, votre ville a signé un partenariat avec la ville libanaise d'Azour. Oui. Le Liban, qui on le sait, est la victime collatérale de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui subit des bombardements incessants. D'abord, quel regard portez-vous sur cette guerre, et est-ce que ça va remettre en cause tout ce que vous avez pu mettre en place dans ce partenariat ? Le regard que je porte, c'est qu'aujourd'hui, mais c'est un peu l'histoire malheureuse du Liban, on parle souvent de résilience en ce moment. S'il y a bien un adjectif qui qualifierait les Libanais et le peuple libanais, c'est résilient. Je prends l'exemple de Beyrouth. Beyrouth a été détruite presque une dizaine de fois, et à chaque fois Beyrouth s'est relevée. Donc un regard où j'ai la sensation, plus qu'une sensation, c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui le peuple libanais, il est pris en otage de ce conflit, il se retrouve au milieu de tout ça, avec des pertes civiles désormais qui sont importantes. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas faiblir dans les partenariats de coopération décentralisée qu'on peut mener. Moi, j'ai une conviction, c'est que là où parfois la diplomatie des nations peut être un petit peu, comment dirais-je, impactée ou obstruée par justement toutes ces grandes considérations géopolitiques, c'est aux coopérations décentralisées qui sont en place de façon récente ou plus ancienne, de prendre le pas et de continuer à avoir des liens justement entre peuples. Et donc, non, au contraire, c'est maintenant qu'on est dans le dur qu'il faut continuer ce partenariat-là. Et merci d'en parler, parce que ça me permet de dire que lors d'un précédent conseil municipal, il y a quelques semaines, on a pu poser une pierre supplémentaire de cet édifice, de ce partenariat entre Villepreux et Azour. Azour, c'est dans la vallée de Gésine. Je ne dis pas du bois, mais je touche du bois quand même pour le moment, qui n'est pas touché. Et le premier projet
pour lequel nous nous étions engagés, les 2 communes et l'association Les Libanais en Yvelines qui est partenaire avec nous, c'est un bus médicalisé, une navette médicalisée qui serait acheminée à Azour. On a déjà les médecins libanais qui sont prêts justement pour s'en emparer et apporter des soins de première nécessité, des soins d'urgence à Azour et dans les villages aux alentours. Donc là, ça y est, la navette est prête, elle est équipée. Il ne nous reste plus qu'à apposer les logos des partenaires dessus et ensuite elle sera acheminée pour Beyrouth. Donc voilà, je suis content parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet qui représente finalement très peu d'investissement financier pour la commune puisque nous, c'est une subvention de 1 000 €. Le reste sont des financements qui sont issus de mécènes et de partenaires. Mais moralement, je pense, et politiquement, c'est important de montrer qu'on est là et qu'on soutient justement les Libanais et notamment la commune d'Azour avec laquelle on a un partenariat qui va se poursuivre, peut-être à distance dans les prochains mois et peut-être les prochaines années, notamment sur l'éducation entre élèves de nos écoles. Mais il va y avoir encore de belles choses. Un dernier mot rapide, vos premiers mois de mandat, comme tous les maires, encore une fois, ça va être aussi les élections présidentielles dans un an, moins d'un an, maintenant on y sera. D'abord, est-ce que vous allez vous y investir ? On a vu passer quelques têtes politiques nationales lors de votre campagne ou même lors de vos vœux, donc on sait que vous êtes politiquement engagé. Et comment voyez-vous cette campagne et ces prochains mois qui s'annoncent ? Moi, je pense que la campagne se jouera, je ne sais pas si elle se jouera, mais il y a 3 thématiques, à mon sens, qui me semblent être importantes de porter dans le débat public pour sortir de tout ce qu'on entend depuis quelques mois, parfois un peu caricatural. Il y a un sujet, on l'a évoqué d'ailleurs à ce micro, mais de responsabilité individuelle, responsabilité collective, la place de chacun dans la société française aujourd'hui. Il y a un sujet de justice. Que ce soit de la justice territoriale, que ce soit de la justice sociale, on l'a vu avec la réforme des retraites, mais pas que ce sujet-là. Et puis, on a un dernier sujet, à mon sens, qui est un sujet de liberté. Les libertés individuelles, les libertés des collectivités. Et moi, j'attends de savoir qui sera le candidat qui sera en capacité de parler de ces sujets-là, qui sera en capacité, on parlait du projet de territoire, mais là du projet national, de donner une vision aussi du pays à moyen et à long terme. Il est possible que je m'y engage, mais pour le moment, c'est pas ma temporalité. Et si vous me posiez la question, mais vous me la posez pas, mais j'y réponds quand même, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un que j'ai envie de suivre et de soutenir ? Aujourd'hui non, et à l'heure actuelle non. Donc je dirais qu'en fonction de l'offre politique qui se proposera au moment où ce sera la bonne temporalité, je verrai si j'ai quelque chose à apporter ou si je peux aider, mais en tout cas pour le moment, priorité au local. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler sur cette antenne. Merci Jean-Baptiste Morny d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site internet ou notre appli radiosensation.fr. Et puis quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Bonne semaine, au revoir. L'Hebdo Politique.